Bonjour à tous, bienvenue dans Le Racontage, l'émission où de sinistres inconnus vous racontent mal une histoire préalablement bien racontée dans un livre. Je m'appelle David, je suis en compagnie de Clara. Salut! Bonjour David et bienvenue au Trublion littéraire, amoureux des mots et des histoires qu'on raconte autour du feu, et à toutes celles et ceux qui écoutent le podcast pour s'endormir. Alors, c'est l'été, ce podcast va sortir en août, je pense. Qui dit août dit pour certaines personnes du moins vacances et soleil, et nous on a donc décidé de parler d'un livre plutôt sombre, parano et complexe, donc c'est le mood. Donc aujourd'hui on va parler de Cité de verre, roman de Paul Auster sorti en 1985, City of Glass, qui est le premier texte de la trilogie new-yorkaise. Générique. Alors Clara, comme d'hab, j'ai envie de te demander pourquoi Paul Auster ? Alors déjà ce podcast est l'occasion pour nous de rendre hommage à Paul Auster qui est décédé tout récemment. Paul Auster, c'est la quête de l'identité, l'enquête individuelle, les dédales nébuleux de l'être et de la solitude. C'est aussi un fourmillement incessant, le bourdonnement des rues de New York, les paraboles sur la condition humaine, bref, c'est tout ça et c'est plus encore. Pour le présenter en peu de mots, il naît dans le New Jersey en 1947 et meurt à New York en 2024. Durant son parcours estudiantin, il traduit, et même plus tard, il traduit donc des auteurs français parmi lesquels Mallarmé et Sartre. Sa carrière d'auteur commence vraiment à partir de la parution de L'Invention de la solitude en 1982. Et là, déferlement d'œuvres majeures. Moon Palace, La Cité de verre, Monsieur Vertigo, Léviathan, Sunset Park. Chaque parution est un événement littéraire. La Cité de verre, c'est une anomalie policière. Une histoire qui n'a ni queue ni tête, comme les deux autres nouvelles qui composent le recueil Trilogie new-yorkaise. Les nouvelles sont autant d'exemples de ce qu'est la littérature postmoderne, une quête vidée de sens qui est presque une parodie, un soupçon généralisé qui s'étend et qui nous laisse que le goût de la méfiance pour les personnages et l'auteur lui-même. Là où vous souhaitiez du réel, vous ne rencontrerez plus que du confus, et là où vous vous attendiez à de la vraisemblance, vous ne verrez plus que de l'absurde. La métafiction, l'autofiction et l'intertextualité sont les pierres angulaires de son œuvre. Ces trois notions ont été très longuement et aussi très bien traitées dans des thèses, plus que je ne le ferai jamais moi-même, mais je vais quand même essayer de les expliquer, parce que vous allez voir que ça rythme la nouvelle comme ça va rythmer chacune de ses œuvres. La métafiction, c'est un genre narratif d'autoréférence qui révèle ses mécanismes internes par des moyens explicites. L'autofiction, elle, est un genre au croisement entre le récit biographique et le récit fictif. Et enfin, l'intertextualité correspond à la relation qu'entretiennent plusieurs œuvres entre elles, par le biais de la référence ou de la citation, permettant de créer un tissu littéraire organique. Moi, j'avoue que Cité de verre, c'est toi qui m'en as parlé. Alors, je connaissais, moi, Auster, je connaissais bien parce que je sais que c'est un auteur qui est quand même beaucoup lu, et qui plus est, on en parle beaucoup depuis son décès, tristement. Mais ça m'avait jamais plus tenté que ça. Je savais que c'était bien, mais j'avais jamais eu le déclic. Et c'est vrai que tu m'as donné le déclic quand même en me parlant de cette trilogie new-yorkaise, et en me parlant justement de cet aspect méta, tout ça. Là, ok, ça a un peu fait tilter ma curiosité. J'étais en mode, ah d'accord. Et effectivement, j'ai pas été déçu. En lisant ce bouquin, j'ai été complètement absorbé par le truc. Et je m'attendais pas à une œuvre aussi wild, en fait, aussi folle. Cette trilogie, c'est exactement mon sweet spot artistique. Vraiment le truc qui me turn on. Et c'est pour ça que je suis aussi fan de gens comme David Lynch ou comme Thomas Pynchon, tout ça. Je me rends compte que j'adore les grandes œuvres parano à code qui mènent nulle part. Je crois que c'est mon truc. Et alors là, franchement, pour ce qui est du parano à code qui mène nulle part, c'est virtuose. Donc c'est un texte complètement ouf. On va essayer de le résumer comme on peut, de le raconter comme on peut, mais c'est un texte qui est quand même assez étrange, donc on va essayer de rendre ça clair. Nous sommes normalement des professionnels du racontage. On n'est pas des débutants. On n'est pas des débutants, voilà, mais on peut très bien se perdre. Et peut-être tant mieux aussi, parce que le bouquin parle de ça aussi, parle d'abandon, parle de perte, enfin bon, voilà. Alors, une fois n'est pas coutume, Clara, j'ai envie de te donner le mic, là, et de me parler du début de ce livre. Alors, comment ça commence ? Alors, l'intrigue est très simple. Tout commence avec un appel. On pose le décor, il y a l'événement, le hasard et Quinn. Quinn a 35 ans, il a été marié, il a été père, sa femme et son enfant sont morts. Il écrit des romans policiers, de vrais romans de gare qu'il publie sous le nom de William Wilson.
Il vit modestement à New York, il lit, va au musée, au cinéma, regarde du baseball et se rend à l'opéra en hiver. Bon, la vie d'un New-Yorkais et d'un Américain typique. Description de New York, la ville adorée d'Auster. New York n'est jamais anodine chez l'auteur. Quand on pense à la grosse pomme, on imagine Times Square, les lumières, la foule, l'opulence et une sorte de vie festive. À savoir que c'est très différent dans l'œuvre d'Auster. New York représente toujours l'errance, les longues marches durant lesquelles le personnage se perd en lui-même. C'est la ville labyrinthe où la quête et la paix qui s'apparentent à un vide intérieur salutaire. Avec Paul Auster, nous sommes très proches des zones neutres que théorise Modiano, c'est-à-dire des espaces géographiques informes, endormis et vides, des sortes de grands nulle-part où règne le rêve d'éther. Alors, effectivement, ça commence avec ce Queen, du coup, comme tu l'as bien décrit. Ce personnage de Queen, c'est donc un auteur qui a un nom de plume, William Wilson, comme tu dis, et qui écrit des romans policiers, et son personnage s'appelle Max Work. Donc là, Auster, il a mis un peu les pions en place, et le livre, très vite, devient très étrange, parce qu'en fait, il reçoit, comme tu dis, un coup de téléphone, il décroche, et ce coup de téléphone, c'est quelqu'un qui lui dit « Êtes-vous Paul Auster ?» Incrédule, Queen va dire « non », tout ça, il va raccrocher. L'impact narratif de ce passage, je le trouve assez fort, parce que, dès le début du livre, on est complètement hooked, nous, en tant que lecteurs. Genre, dès la 2e page, il se passe quelque chose de très étrange et de très méta, où un personnage va demander à un autre personnage s'il n'est pas l'auteur du livre, le nom de l'auteur. Donc c'est quand même très étrange. En tout cas, Queen raccroche le téléphone, il va dire non, c'est pas moi, Paul Auster, mais quand même, ça va lui trotter dans la tête cette histoire. Il va y repenser, tout ça, et plusieurs fois dans la semaine, ce téléphone va se mettre à ressonner. On demande Auster, sauf que cette fois, Queen n'hésite pas et il devient Paul Auster le détective. Le monsieur au téléphone annonce que quelqu'un veut le tuer et qu'il a besoin des services du privé pour sa propre sécurité. La voix est pressante, elle ne donne pas beaucoup d'informations, mais il se donne rendez-vous. Le lendemain matin, il se lève, il s'habille et il se prépare au rendez-vous d'un autre. Sauf que c'est une femme qui ouvre la porte de l'appartement, elle s'appelle Virginia et c'est enfin le moment pour nous de découvrir l'identité du mystérieux monsieur au téléphone qui s'appelle Peter Stillman. Au moment où il franchit le seuil, tout devient confus, du moins plus que ça ne l'était déjà. Il perd la notion du temps et il perd aussi la notion de la réalité qui l'entoure. Il arrive chez Stillman, et là, c'est vrai que c'est très étrange ce qui se passe. Donc en fait, ce monsieur Stillman va commencer à lui expliquer ce qu'il avait commencé à dire au téléphone. Donc, effectivement, il pense que quelqu'un veut le tuer. Pourquoi, comment, il va tout expliquer. Ce passage est très étrange, en fait, où Stillman va faire un long monologue, et il va un petit peu absorber le lecteur. Le temps se distend un peu à ce moment-là, ça devient assez étrange. Au départ, il évoque des choses assez confuses, il parle d'une chambre, de ténèbres, tout ça. Puis, petit à petit, dans son propos, ce fameux Stillman va devenir de plus en plus clair. Il va finir par parler de son père. Qui est son père ? Il s'appelle également Peter Stillman. C'est quelqu'un qui a été absent pendant 13 ans, et il va revenir pour le tuer. Donc là, actuellement, on est comme le personnage principal du roman, Queen, on est très très confus. On est en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce passage ? De quoi on parle là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il lui raconte que son père travaillait sur une forme de langage, et que lui, Peter, jeune, en a été le cobaye. Il a subi un peu des expériences par son père. Ce passage est très étrange, et moi, ce qui m'a plu là-dedans, c'est que, comme tu dis, le temps se distend, et je sais pas si tu sais, mais Cité de Verre, ça a été fait en bande dessinée aussi. Ok. Et j'ai feuilleté ce passage, et qui est complètement ouf. Alors la BD, elle a été faite par Paul Karazic et David Mazzucchelli. Voilà, je ne les connais pas ces auteurs, mais en tout cas, ils ont fait une chouette BD. Et j'étais très curieux de voir comment ils avaient mis en case ce passage. Et en fait, ils ont dessiné Peter Stillman de face, et à chaque fois, la caméra se rapproche de son visage jusqu'à s'approcher de sa bouche et absorber un peu le lecteur. Ok. Voilà. Et c'est un peu ce qui se passe à ce moment-là. Ouais. C'est qu'en fait, là, on a à peine commencé le roman, et on a ce personnage qui vient nous faire un monologue très étrange, et petit à petit, il absorbe un peu notre attention. On sait pas trop où on est, comme tu dis, le temps se distend, c'est très confus, et il nous absorbe un peu. Et je trouve qu'il y a ce quelque chose de très étrange qui prend le pas sur le livre. Ouais. Mais je pense que c'est aussi un passage, c'est un
passages obligés et nécessaires. Je pense qu'il va y en avoir plusieurs comme ça au cours de notre lecture, mais ce sont des passages qui sont un peu hypnotiques, hypnotisants. C'est-à-dire que l'auteur nous met ces passages pour que nous, lecteurs, lectrices, qui sommes des êtres de chair, on devienne aussi des sortes d'êtres vagabonds qui accueillent tous les événements avec un flegme particulier. Et je pense que c'est aussi nécessaire parce que ça nous met dans la peau de l'errance et ça nous permet aussi de mieux comprendre et de mieux aborder ce qui va se passer. Alors, je cite, « Apparemment, une journée entière s'était écoulée. » Donc là, encore une fois, le temps était vraiment distendu. Peter Stillman sort de la pièce et Virginia revient. Elle vient éclaircir un peu les points, à la fois à Quinn, mais aussi à la fois au lecteur. Et elle va lui dire, ok, je cite, « Peter le raconte de manière enfantine, mais ce qu'il a dit est vrai. » Elle va redétailler les points. Son père vient d'une famille riche, c'était un homme brillant, il a un jour publié un livre, et un jour dans sa vie, il a commencé à devenir un peu fou à cause de ses idées et tout ça, et il en aurait fait subir le courroux sur son fils, qu'il aurait enfermé dans une pièce, sans fenêtre, et gardé comme ça pendant 9 ans. Donc Peter Stillman, fils, aurait donc été vraiment le cobaye de son père, de manière très étrange, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, tout ça, ce qui explique ce pourquoi Peter Stillman, fils, est aussi traumatisé par la présence de son père. Son père qui, ensuite, aurait été du coup arrêté par la police et mis en prison pendant plus de 13 ans. Le père est libéré et, selon eux, il reviendrait pour tuer Peter Stillman, fils. Et donc Quinn est embauché pour observer le monstre et le tenir à l'écart de Peter. Quinn s'engage à mener l'enquête, mais il ne souhaite pas encaisser l'échec. Déjà parce que la femme les adresse au nom de Auster, et ça lui convient parfaitement, puisqu'il se dit qu'ainsi, on ne l'inculpera pas d'usurpation d'identité. Et de toute façon, pour lui, il ne fait pas ça pour l'argent. En sortant de l'étrange entretien, il se rend dans un comptoir-restaurant lugubre qu'il connaît plutôt bien, parle au baseball avec le tenancier cuisinier en bouffant son hamburger. Et c'est dans cette boutique bizarre qu'il prend le fameux cahier rouge qui va ensuite avoir une importance toute particulière. Et du coup, c'est d'ailleurs une référence à peine voilée au Carnet rouge, qui est un recueil de nouvelles paru en 1996. L'auteur, c'est qui ? Paul Auster, et on retrouve dans ce recueil plusieurs nouvelles de l'auteur qui concernent des événements étranges auxquels il a été confronté. Donc effectivement, on a un jeu de ping-pong entre les œuvres réelles et les œuvres fictives. Quinn se lance corps et âme dans cette enquête. Il se rend très tôt à la bibliothèque le jour d'après afin de trouver et de décoder des ouvrages obscurs de la bête qu'il a traquée. Alors là, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que Quinn, comme tu dis, il va recevoir de la part de Virginia des chèques qui sont adressés à Paul Auster, mais il ne va pas les encaisser, parce qu'en fait, il compte pas le faire. En fait, il rentre dans une sorte de fantasmagorie de détective. Et on se rappelle que Quinn, à la base, c'est un auteur de romans policiers. Et là, je trouve qu'à ce moment-là, ce mec, il finit par embrasser un peu le fantasme du détective à ce moment-là. Comme si une enquête était venue à lui. Et d'ailleurs, une enquête, a priori, est venue à lui, parce qu'on l'a appelé, il a rien demandé, lui, finalement. Mais il va se jeter dedans corps et âme. Il va même utiliser un pseudonyme, qui sera donc Paul Auster. Et il va embrasser pleinement cette enquête, ou du moins ce fantasme d'enquête. Donc, il va à la bibliothèque, comme tu dis, et il va chercher le livre donc de Peter Stillman Senior, du père. Il le trouve. Ce texte s'appelle « Le jardin et la tour, première vision du nouveau monde ». Alors, on va pas trop en parler, parce que c'est un passage qui est quand même très très confus, et qui est volontairement confusant. En tout cas, si on peut le résumer en quelques mots, en fait, c'est un texte qui parle à la fois de la découverte de l'Amérique, et de la tour de Babel. En gros, il considère l'Amérique comme la nouvelle cité de Dieu, et il va faire ensuite un lien évident avec la tour de Babel.
Pour Stillman, cette nouvelle Terre aurait peut-être pu être un nouveau monde et le fruit, le terreau d'un nouveau langage, et ce n'a pas été le cas, bien au contraire. Bon, en tout cas, l'idée qui ressort de ce livre, c'est que le nouveau monde s'accompagne d'un brouillage du langage, et que les hommes ne doivent pas faire la même erreur que pour la tour de Babel. Bon, Quinn referme ce livre, il n'en a pas compris grand-chose, il a pris des notes. Nous non plus, en tant que lecteurs, on n'a pas trop compris, mais en fait, on conçoit que c'est un livre à code, peut-être avec plein de tiroirs étranges. Et dernière chose qu'on peut noter dans ce livre, c'est que Peter Stillman parle à un moment d'un mystérieux ecclésiastique du XVIIe qui s'appellerait Henry Dark. Bon, ça reviendra peut-être plus tard, ce terme, on sait pas. Quinn referme le livre, il a fait son taf de détective, et que fait également un détective ? Il va faire une filature, du coup il va se diriger à la gare, et il va attendre Peter Stillman le jour où celui-ci est censé revenir par le train. Donc il arrive tôt à la gare, il déambule et il se prête au jeu d'être l'autre, c'est-à-dire d'être Paul Auster. Comme s'il était dans une espèce de galerie des glaces et que tout renvoyait à un portrait fracturé et factice, et aussi un petit peu partiel, d'un individu qu'on soupçonne en relief dans le texte, mais qu'on n'arrive pas à voir dans son intégralité. Il dit même qu'il est enlevé à lui-même. Il est donc dépourvu de sa propre existence. On est véritablement dans la vacuité identitaire. Il porte son corps jusqu'à la salle d'attente de la gare, et là il y rencontre une jeune femme qui lit. Couverture tapageuse, titre choc, c'est un livre qu'il a écrit lui-même sous le pseudonyme de William Wilson. La qualification de roman de gare prend ici tout son sens, et là j'ai fait un jeu de mots, je suis un peu fière. Le problème, c'est que cette jeune fille lit un livre quelconque, et lorsque Quinn lui demande ce qu'elle pense du bouquin, le bouquin qu'elle a entre les mains, ne sachant pas qui il est, elle lui répond franchement que c'est un roman moyen, ce qu'il est probablement d'ailleurs. Elle explique succinctement pourquoi elle dit ça. Quinn est plus que touché par la critique. Il est piqué dans son orgueil, et alors il prend la tangente. Elle devient pour lui du coup la jeune femme idiote et irrécupérable. Et on pourrait penser que ce passage permettrait au personnage de reprendre pied, et que du coup la confrontation avec son identité lui permettrait de se retrouver, mais c'est encore une fois une piste qui ne va nulle part, et c'est très frustrant. Et en même temps, il faut savoir que William Wilson n'est pour lui qu'un prête-nom, et c'est ce qu'il dit. William Wilson n'a ni identité, ni fonction. Et Max Work, du coup le héros des intrigues policières du gagne-pain de Quinn, a pour lui une existence beaucoup plus vivante, et donc il considère que Max Work est son frère. Ouais. Et donc en fait, il y a un jeu déjà dès le début d'identité où qui est qui. C'est clair. Et d'ailleurs, Peter Stillman, durant son monologue alambiqué, se présente sous plusieurs identités. Il va être tour à tour Monsieur Stillman, Monsieur Blanc, et là c'est très important les couleurs, parce que ça va faire référence évidemment à la deuxième nouvelle qui compose la trilogie new-yorkaise. Il va aussi être Monsieur Rabbit, etc. etc. Monsieur Triste aussi, je crois. Monsieur Triste, ouais, c'est vrai. Et il est Peter Stillman, fils. Donc il y a un autre Peter Stillman. Donc voilà, là vous comprenez qu'il y a évidemment la piste des identités qui est... Ouais, c'est un vrai dédale. C'est toi qui avais utilisé ce terme-là en disant le dédale sur la personnalité. Je sais plus comment t'avais dit ça, mais c'est vraiment ça. C'est qu'en fait là, il y a très très peu de personnages depuis le début du livre, mais en fait, chaque personnage est l'occasion pour l'auteur de créer un mini labyrinthe. Ils sont tous des petits labyrinthes. Donc comme tu dis, Stillman, fils... on sait pas trop qui c'est, mais même lui se présente sous plein de noms. Et Quinn, notre personnage principal, est à la fois Quinn, mais il est aussi William Wilson, son nom de plume. Il est à la fois Max Work, l'enquêteur qu'il a inventé, et il est à la fois Paul Auster, ce pseudo qu'on lui a donné et qu'il a décidé de prendre au début de cette histoire. En tout cas, Quinn, il est à la gare, il attend, puis le train finit par arriver. Stillman, senior, donc, sort du train. Donc là, il se dit « Ok, je vais le suivre », et là, il se passe quand même une péripétie, et non des moindres. Et il y a un deuxième Peter Stillman qui sort du train. Et donc là, genre, ok, what the hell. Donc Quinn il sait pas quoi faire, il se dit, mais je suis lequel des deux ? Genre, ok, il en suit un. Puis finalement, il se ravise et il décide d'aller suivre le deuxième. Donc là, il fait un choix, arbitraire du moins. Oui. Alors, je l'ai pas écrit ça, mais il me semble qu'il y a un des Stillman seniors qui est habillé de manière un peu riche et tout, et l'autre un peu plus vagabond. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. C'est le premier Stillman qui est dans un long manteau élimé, qui a l'air complètement rompu.
Et le deuxième qui arrive est dans un costume bleu marine qui a l'air très riche. Et donc il choisit de suivre le deuxième Stillman parce qu'il veut faire payer le premier Stillman de n'être que lui, c'est-à-dire qu'un vagabond. Et au bout de quelques pas, il se dit « Mais en fait, non, le premier Stillman ressemble plus à l'image que j'ai d'un fou et d'un vagabond. » Ouais. C'est ça. Donc là, bon, c'est un chapitre qui est encore une fois très étrange. Il convoque la paranoïa, la schizophrénie et une forme de dissolution du sujet, encore. Moi, j'ai bien aimé ce truc-là, parce qu'en fait, j'ai eu un peu peur à ce moment-là, dans le récit, que ça parte dans un récit de double. Tu sais, la notion du double, que ce soit en littérature ou en cinéma, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu. Et finalement, on a vraiment en avoir mangé, tu vois, en littérature, je dirais... La méprise de Nabokov, le double de Dosto, l'autre comme moi de Saramago, enfin il y a des milliards d'œuvres. Et finalement, Auster, il va encore déjouer tes attentes et il va plus jamais reparler de ce premier Stillman finalement. Donc là, Quinn fait un choix, il prend le premier Stillman, il décide de suivre celui-là, de jouer ses cartes sur celui-ci, et on ne parlera plus jamais du deuxième Peter Stillman, et ça a encore été un chapitre très étrange avec une péripétie improbable dont on ne reparlera plus jamais. Donc Quinn va observer Stillman, donc il va commencer sa filature. Il va le suivre pendant plusieurs semaines. Stillman ne semble avoir aucun but, il marche dans la rue. Donc là encore une fois, nouveau petit brouillage, on sait pas trop ce que ça veut dire tout ça. Quinn remarque quelque chose cependant, je cite, « Plongeant alors la main dans la poche de son manteau, il en extrayait un cahier rouge, semblable à celui de Quinn, et se mettait à y écrire. » Donc, Peter Stillman, senior, de ce qu'on en sait, marche dans la rue, il vagabonde, et de temps en temps, il prend des notes sur un cahier rouge. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Et donc, pendant 2 semaines, il le suit dans ses pérégrinations. Tous les matins, il arrive avec son café, son petit pain beurré, son journal, et il le suit dans les rues de New York. Et d'ailleurs, la ville semble s'étendre et ne jamais finir. On a l'impression qu'elle grossit, qu'elle s'étire, mais que c'est comme une ville-monde qui n'a pas de fin et les frontières s'adaptent à ses personnages. Notre apprenti détective note tout soigneusement dans son carnet rouge et il le quitte jamais. Tous les soirs, il fait son rapport à Virginia qui lui assure tous les soirs que l'homme n'est pas entré en contact avec le fils. Et il devient Paul Auster d'une manière très étrange dans la mesure où il quitte son identité, il quitte ses souvenirs de Quinn, qu'il ne convoque plus durant les filatures pour faire passer le temps, mais il n'est pas assez l'autre pour avoir un passé à ressasser Et du coup, en conclusion, Quinn Auster n'est personne et il n'a à nous offrir que le vide de sa drôle d'existence. Et en fait, il trouve le salut dans le carnet, puisque au début, il ne note que les faits et gestes du vagabond, mais pour passer le temps, il se met aussi à consigner scrupuleusement l'itinéraire que les 2 hommes prennent. Et du coup, le 13e soir, comme les 12 jours auparavant, il a fait le même chemin, et là, il appelle son employeuse en lui disant que, ça y est, la filature est vide de substance, il s'apprête à quitter le navire. Alors ouais, c'est ça, il dit « je veux give up », tout ça. Virginia remet un coup de parano dans la machine à parano du bouquin en disant « non, mais il le fait sûrement exprès, soyez patient, il va se passer un truc ». Il raccroche, il dit « d'accord, je continue ». Quinn se dit « il faudrait peut-être que j'aille lui parler à ce Peter Stillman, bon, il va peut-être pas le faire encore ». Mais avant ça, le soir, Quinn décide de tracer les trajectoires de Stillman sur son carnet. Alors, comme tu le disais juste avant, il les notait, il disait « bon, il est passé par cette rue, il passe... » mais là, il va décider de les tracer sur une map, sur une carte. Alors, le premier dessin, c'est assez étrange, c'est un espèce de cercle. On voit que Peter Stillman a fait un tour, quoi. Mais voilà. Sans jamais aller au centre du tour qu'il a fait. Voilà, sans jamais aller au centre, c'est ça. Donc c'est un espèce de cercle. Jusque-là, bon, ça veut pas dire grand-chose. Et la deuxième trajectoire commence à devenir plus étonnante. Bon, là, c'est dur d'en parler, mais il faut le voir, et c'est assez génial, parce que c'est vraiment dessiné dans le livre. J'adore quand les bouquins ils font ça, moi, quand il y a des dessins, des codes dedans. Bon, là, la deuxième trajectoire de Stillman ressemble plus à des espèces d'ailes, enfin 2 ailes, tout ça, bon, ça pourrait faire une espèce de W en quelque sorte, voilà. Et le 3e, là on a compris, ça ressemble vraiment à un E, c'est des lettres en fait. Peter Stillman Senior est en train de tracer des lettres avec ses trajectoires dans la rue.
Quinn, fort de sa découverte, va se dire bon ok, j'ai trouvé le code, là je vais décrypter, je vais continuer à suivre Quinn. Maintenant il a retrouvé un peu un regain de hype sur la filature, et il se dit je vais décrypter le code. Il en arrive à avoir OWEROFBAB, et par déduction, il comprend que c'est la phrase The Tower of Babel, la tour de Babel. Quinn n'a pas plus de conclusion à ça, si ce n'est que Peter Stillman est peut-être complètement fou, ou alors il essaie de transmettre un message. Dans tous les cas, il n'y a aucune chose qui peut confirmer qu'il serait hostile envers son fils, mais il n'y a rien qui permet de l'infirmer aussi. Oui. Il pourrait très bien être... on ne sait pas. Là, vraiment, on ne sait rien. Et donc là, il se dit, ok, je dois aller lui parler maintenant. Ça suffit, on va parler à Peter Stillman. Leur première rencontre a lieu dans Riverside Park. Stillman est sur un banc, il a le regard vague. Quinn s'assoit à ses côtés en faisant mine de ne pas l'avoir vu. Comme il est austère et qu'il protège l'identité de Paul Auster, il donne l'identité de Daniel Quinn, qui sonne alors comme un pseudo. Et de fil en aiguille, l'homme se met à parler de ses revers de fortune, de ses expériences qui n'ont pas abouti. Et il avoue non sans fierté être en train d'inventer un nouveau langage. Il parle inlassablement des mots, de leur poids, de leur réalité, et ce qu'ils convoquent. Alors il a un discours un peu confus, c'est ça, sur le sens des mots. Il dit par exemple un parapluie cassé, doit-il toujours s'appeler un parapluie ? Et ça convoque un peu la notion du bateau de Thésée, vous savez, si on remplace tous les éléments du bateau, est-ce que ça reste le bateau de Thésée ? Bon voilà, il convoque un peu ce genre d'idée-là. Au sujet de New York, il va aussi dire quelque chose, il va dire « Je suis venu à New York parce que c'est le plus désespéré, le plus abandonné de tous les lieux, le plus abject. Ici, tout est cassé, et le désarroi est universel. » C'est marrant parce que tu as pris la première partie de la citation, j'ai pris la deuxième. J'ai pris juste la suite. Les gens brisés, les choses brisées, les pensées brisées, toute la ville n'est qu'un vaste dépotoir. Waouh. Pas mal ce qui vient de se passer là, ça c'est truc de pro ça. En gros, ce qu'on comprend, c'est que Stillman Senior est venu se perdre dans ce sorte de purgatoire pour y inventer un nouveau langage. Ça reste très très vague aussi. Donc ça, c'était leur première rencontre. Quinn va décider de le rencontrer une deuxième fois, ce Stillman. La seconde rencontre a lieu le lendemain. Plus audacieux cette fois, Quinn le suit jusque sur la banquette d'un bistrot où il se présente sous le nom d'Henry Dark, le fameux Henry Dark dont David parlait tout à l'heure, donc un ecclésiastique de Boston. Dans le chapitre 6, on nous parlait de Dark, de son histoire, et Stillman, dans ce bistrot, dit avec le plus grand calme que Dark n'est qu'un personnage qu'il a créé pour le livre. Et son explication est d'une simplicité déconcertante. Il avait besoin de lui, car il l'a utilisé afin d'exprimer ses idées trop dangereuses, prétendant qu'elles venaient de quelqu'un d'autre, et c'était une façon de se protéger. Et donc là, on est encore une fois sur un pseudonyme et le prête-nom. Et donc on a toujours une idée, et là je vais convoquer une image que Quinn a lui-même utilisée, c'était qu'il se comparait à une marionnette d'un ventriloque, et qu'il n'était pas la voix, il n'était que l'objet peluche, et que quelqu'un s'exprimait à travers lui. Et que la personne qui s'exprimait à travers lui, au début du roman, c'était Max Work, son héros. Donc voilà, encore une fois, on a la personne qui parle, et la personne qui donne la voix. Enfin, c'est... Ouais, c'est ça. Et encore une fois, Stillman va continuer à parler de ses recherches très très confuses sur le langage, en disant, voilà, Colomb cherchait le paradis, il a trouvé le nouveau monde, il n'est pas encore trop tard pour que ça devienne le paradis, donc c'est très très confus encore, mais pour Stillman, encore une fois, l'Amérique est la véritable tour de Babel, qui devrait avoir un langage commun et non quelque chose qui, au contraire, sépare les hommes. Troisième rencontre, là, cette fois, c'est le même jour. Quinn va retrouver Stillman dans un parc qui ne le reconnaît toujours pas. Stillman ne reconnaît toujours pas Quinn. Et là, Quinn tente le tout pour le tout. La première fois, il s'est présenté comme Quinn. La deuxième fois, il s'est présenté comme Henry Dark. Et là, il se présente comme Peter Stillman. Voilà. Et là, il a tout tenté. Donc, Quinn se fait passer pour son fils. Et il va avoir un dialogue père-fils avec ce Peter Stillman senior. Et finalement, c'est un dialogue qui est assez bref et plutôt calme. Rien n'en ressort vraiment. J'ai pas noté grand-chose de ce troisième rencontre, elle est très très vague. En tout cas, le lendemain, Stillman ne sort pas de l'hôtel, Quinn l'attend devant comme d'habitude pour faire ses filatures, mais Stillman ne sort pas. Quinn va voir le standardiste, et il dit « Bon, il est où ?» Et le standardiste dit à Quinn « Non, apparemment, il est parti. » Bon.
Quinn décide d'appeler Virginia et elle lui dit que Peter, donc son mari, a reçu un coup de fil et que désormais il est enfermé. Peter Stillman, fils, s'est enfermé de peur. Donc l'histoire n'avance pas de la même manière pour Peter Stillman que pour Daniel Quinn. Quinn promet de les rappeler en fonction de l'avancée de l'enquête. Et du coup, maintenant, il faut trouver une solution, parce qu'il a promis qu'il les aiderait, sauf qu'il n'a rien à offrir. Et donc, en réfléchissant aux circonstances qui l'ont emmené là où il est actuellement, il a une idée, plus ou moins brillante, c'est celle de retrouver le Paul Auster détective, qui est si connu et si brillant, afin qu'il l'aide et qu'ensemble, ils puissent protéger Peter. Et c'est dans les pages blanches, et non pas les pages jaunes, qu'il trouve son Paul Auster, sans mention de détective, et il n'habite pas très loin de l'immeuble où vit Quinn. Donc il décide de s'y rendre, et sans plus de cérémonie, il appuie sur l'interphone, la porte s'ouvre, et il se retrouve devant l'encadrement de la porte, où se trouve un homme qui est surpris de se trouver face à un inconnu. Leitmotiv de la nouvelle, Auster a ouvert sans demander qui c'était, parce qu'il attendait quelqu'un d'autre. Voilà, encore une fois, on n'attend jamais la bonne personne. Et j'ai juste insisté sur page blanche et page jaune, parce que page blanche, c'est les particuliers. Et oui. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est tout. Juste, je coupe juste avant, parce que j'avais noté un truc intéressant, c'est que avant qu'il aille voir Paul Auster, il faut noter que Quinn, ne voyant plus Peter Stillman Senior, je cite, avait l'impression d'avoir perdu la moitié de lui-même. Donc en fait, comme tu dis, il s'est un peu défait de son identité, ce Quinn, et il est devenu l'enquêteur. Pour une enquête d'ailleurs dont il ne sait pas trop quels sont les ressorts. Mais là, il a perdu l'unique objet de l'enquête, en ayant perdu Peter Stillman Senior. Donc il a vraiment perdu toute sa substance déjà, ce Daniel Quinn. Donc aller voir Paul Auster, c'est un peu sa manière à lui, je pense, de retrouver une forme de consistance, ou du moins de trouver des nouvelles clés, du moins, de trouver un nouveau but dans sa carrière de détective, sa jeune carrière de détective. Et très vite, vous allez vous rendre compte que Paul Auster, c'est Paul Auster. Du coup, j'entends par là que l'homme brun de 35 ans à peu près, tel qu'il nous est décrit, correspond à notre auteur, et non au détective. Donc l'âge déjà est le même, puisque Paul Auster, lorsqu'il écrit cette nouvelle, a sensiblement le même âge, puisqu'il a 38 ans. Comme le personnage il est brun, il vit dans des habits fripés. La description de l'appartement correspond à celui qu'il partage avec son épouse Siri Hustvedt. Son nom est pour moi imprononçable et j'en suis désolée. En revanche, c'est une... Je ne peux pas vous aider à faire cela. Apple.com pour en savoir plus. Elle voulait prononcer le nom ou quoi? What the fuck? Bon, on peut reprendre. Pardon. Donc Quinn raconte tout à Paul Auster. Voilà, on commence par là. Quinn lui raconte toute l'histoire. Auster du coup est à l'écoute, il est même assez friand de ça. Au sujet du chèque, Paul Auster se propose d'aller l'encaisser et de donner l'argent à Quinn une fois encaissé. Les deux finissent petit à petit par parler littérature. Il faut savoir que Auster, je parle de l'auteur en général, pas l'auteur présent dans ce livre, mais ne parle que littérature. Je reviendrai là-dessus plus tard dans les analyses, mais il adore parler de littérature, il adore parler de livres, de machin. Et donc là, Auster, du livre donc, parle d'une théorie qu'il aurait sur la paternité de l'œuvre de Don Quichotte. Donc là, il y a tout un couloir de texte qui commence sur Cervantes et les pseudos, et en gros, dans l'histoire de Don Quichotte, tout le monde se cache derrière des pseudos. Et à savoir que Don Quichotte, c'est l'un des romans les plus cités par les auteurs postmodernistes pour expliquer les expériences narratives et structurelles des auteurs. Et du coup, là, on est dans le topos postmoderniste. Ouais. On est vraiment les deux pieds dans le plat. De ouf. Et c'est pas pour rien, parce que c'est vrai que pour le coup, Don Quichotte, c'est un des livres les plus méta jamais écrits. Il faut savoir que le tome 2, qui est d'ailleurs vraiment génial, le tome 2, dans le tome 2 de Don Quichotte, le tome 1 est sorti, dans le monde du livre, dans la diégèse du livre. Et donc les gens connaissent le personnage de Don Quichotte parce qu'ils ont lu le livre Don Quichotte. Donc c'est quand même un truc de fou furieux, c'est-à-dire que c'est hyper méta pour son époque. Et donc ce genre de concept-là, narratif méta, bah, c'est pas pour rien que ça a vraiment titillé la flamme créatrice chez plein de créateurs depuis, tu vois. Et donc la porte s'ouvre, et là entre Siri et Daniel, qui sont
respectivement la femme et le fils de Paul Auster, notre Paul Auster qui a écrit Cité de Verre. À savoir que dans tous les romans de Paul Auster, il y a Ciri. Quelle que soit la forme, que ce soit sous la forme Ciri ou Iris, qui est l'anagramme de Ciri, elle est présente. Et dans Léviathan, elle apparaît sous la forme de Iris, et c'est la femme aussi du protagoniste. Daniel, l'enfant, s'appelle comme Daniel Quinn, notre protagoniste. Et là, Daniel dit « Tout le monde est Daniel ». Et lorsque Daniel Quinn s'en va, Daniel enfant dit « Au revoir à moi-même ». Et encore une fois, on a une identité qui se développe et qui se séquence. Ouais, carrément. Je cite aussi, pour Quinn, voir Auster et sa famille, c'est quelque chose d'assez dur. Il eut l'impression qu'Auster le provoquait en lui jetant à la face tout ce qu'il avait perdu. Parce que Quinn, comme on a dit au début, n'a plus de famille, il n'a plus rien. Auster est aussi un miroir déformant, ou du moins un fantasme aussi pour Quinn. Il est ce que veut être Quinn. Donc là aussi, il y a encore ce côté, ce jeu de miroir. Donc, Quinn s'en va, et il est de retour plus ou moins au point mort, parce que l'enquête n'a pas évolué. Auster, finalement, n'était même pas un détective, en fait. C'était un auteur. Enfin, voilà. Il décide d'appeler Virginia, et personne ne répond. Ça s'en occupait. Donc là, petit à petit, on glisse vraiment dans le roman d'espionnage, avec les écoutes, les téléphones, tout ça. Le lendemain, il tente d'appeler encore une fois d'une cabine. Et même résultat, il appelle toutes les 20 minutes et ça sonne toujours occupé. Virginia ne répond plus. Quinn va se mettre à déambuler dans la ville, il marche. Alors là, c'est intéressant parce que le texte dit toutes les rues dans lesquelles il marche. Et alors, je sais pas si quelqu'un a déjà pris la peine de faire ça, mais je pense que si tu traces sur un plan de New York les rues... Il y a quelque chose à faire, oui. C'est sûr. Je me suis dit, j'ai la flemme, je vais pas le faire. Mais de sûr, c'est une lettre. Oui. C'est le A de Auster. Je suis sûr. Enfin, peut-être, je sais pas, mais tout à fait. En tout cas, là, il trace une lettre. Et arrivé chez lui, il se met à son bureau et il se met à écrire. Donc il y a une sorte de retour un peu à une sorte de fougue créative. Finalement, il lui reste plus que ça, il lui reste plus que le fait d'être de créer. Mais le soir, sa parano le reprend. Je cite. « Le signal sonore de la ligne occupée n'avait pas été un hasard. C'était un signe qui lui disait qu'il ne pouvait pas encore rompre le lien qui l'attachait à cette affaire. Donc, comme Max Work, il ne peut pas lâcher cette enquête. Vraiment, il est addict à ça. Donc, il décide d'aller élucider le mystère de Virginia cette fois. Pourquoi Virginia ne répond plus au téléphone ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se mettre dans la ruelle face à la porte de chez Virginia et Peter Stillman, fils. Il va s'asseoir et il va attendre. Dans la rue où il se rend, il n'y a ni voiture, ni piéton. Il n'y a que lui qui est isolé et il sait à peine où il va. Et là, il y a une citation qui est très importante, qui est « La relation de cette période n'est pas aussi fournie que l'auteur l'aurait souhaité ». Et qu'est-ce que ça signifie, ça ? Ça signifie que Quinn est le personnage d'une histoire qui n'est pas écrite par le personnage Paul Auster. Et du coup, qui est cet auteur ? Puisque ce n'est pas le nôtre, puisque ce n'est pas l'autre Paul Auster. Mais sauf que, comme pour Don Quichotte, pour qui c'était Sancho, il nous faut un témoin oculaire, qui soit donc le témoin de la véracité du récit. Et du coup, même le carnet rouge devient suspect. En fait, on n'a plus aucun point de focal. Et donc on est complètement perdu, à la fois dans la forme et dans le fond. Oui, c'est clair. Moi, j'ai noté exactement le même passage à ce moment-là. Je trouvais que c'était fort parce que là, pour moi, ça casse le quatrième mur. Encore une fois, en fait, en disant que le narrateur. Tu te dis, ah d'accord, il y a un narrateur maintenant, il y a quelqu'un qui me raconte une histoire. Et je suis d'accord, comme tu dis, c'est assez fou parce que tu n'as plus de point de référence. Déjà que depuis le début du livre, le récit se joue à nous perdre constamment avec des pseudonymes, avec des intertextualités, tout ça, et ben là, il nous détruit encore plus en nous disant, en nous cassant le quatrième mur et en nous faisant comprendre qu'il y a aussi un narrateur qui raconte cette histoire. Bon, on espère que c'est clair. En tout cas, le livre ne l'est pas, donc c'est normal. C'est vrai, et en plus, là où on est aussi beaucoup perdu, c'est le fait qu'il y ait une sainte trinité dans les relations du livre. C'est le lecteur, l'auteur et le personnage. Mais ils sont tous interchangeables, puisque l'auteur n'est pas le narrateur. Qui est l'auteur, on ne sait pas.
et on le verra après, peut-être qu'on aura une réponse, peut-être pas, mais le personnage qui est auteur a lu et donc est lecteur de l'autre personnage qui est Queen, puisqu'il dit qu'il a lu ses poèmes, et du coup on ne sait plus qui est qui, et on ne sait plus dans quelle strate de la littérature nous sommes. Ouais. Et ça, c'est dès qu'on perd les bases de statut dans la littérature, tout est confus, parce qu'on a toujours ces strates-là qui nous permettent, qui sont des points de référence. Ouais, de repère. Ouais, exactement. Oui, c'est vrai. Et donc, dès qu'on touche à ça, après, tout est permis, mais aussi tout est confus. C'est vrai. Et il nous reste quoi pour nous rattacher ? Il nous reste l'histoire que tente du moins de nous conter ce narrateur, et on revient à ça du coup. Queen donc va attendre devant la porte des Stillman pour essayer de les croiser, si jamais ils sortent. Et, ils ne sortent jamais. Là, il y a une forme d'ellipse, je cite, « Beaucoup de temps passa, combien exactement, c'est impossible à dire. » Et en gros, Queen va rester là, H24, devant la porte, pendant un temps qui n'est pas défini par la narration. Et il attend. Queen mange de moins en moins, il va vivre dans les poubelles, il va même essayer d'aller le moins possible faire ses besoins, parce qu'il se dit que n'importe quel moment où il serait pas là, ce serait peut-être l'occasion qu'auraient les Stillman de sortir de chez eux et qu'il aurait de les rater. Donc le personnage se désagrège totalement. Je cite un autre passage qui est très très beau. « Parfois, une étoile venait se nicher dans le petit coin de ciel de Queen. Alors, les yeux levés, il se demandait si elle était vraiment là, ou si elle n'était pas éteinte depuis longtemps. » Et moi, ce que ça me dit, ça, c'est que Queen est un personnage qui était voué à s'éteindre narrativement. Et là, en fait, il disparaît petit à petit. Oui. Là, il avait déjà plus trop de substance avant même d'aller voir Paul Auster, il n'était déjà plus personne, parce que l'enquête n'allait nulle part, et du coup, il n'était plus que l'enquête, et du coup, il n'y avait pas d'enquête, donc il n'était plus rien. Mais là, maintenant, même physiquement, il se désagrège, parce qu'il va attendre dans une poubelle, et il va petit à petit disparaître physiquement. On présume qu'il maigrit, que sa barbe pousse. Je sais pas si c'est bien détaillé, les détails physiques, mais en tout cas, on le conçoit. Et vu qu'il n'y a pas de limite de temps précise, il y a quelque chose d'un petit peu presque mythologique là-dedans, tu vois, genre ça se trouve, il reste là pendant des années, enfin, j'exagère, mais c'est vrai que le temps n'a pas de prise sur nous. Ouais, voilà. Et en même temps, ce qui est terrifiant aussi, c'est qu'elle dit que personne ne l'a jamais remarqué, et c'est comme s'il s'était fondu dans les murs de la cité. Et ça, c'est terrifiant. Ouais. En fait, c'est-à-dire que sa personnalité s'est délitée à un point que son humanité a disparu et s'est fondue dans l'architecture de la ville. Enfin, il devient quelque part la cité, elle-même. Ouais, il devient ça, il se fond dans le truc. Alors, un jour, n'ayant plus rien, il décide d'aller quand même chercher les chèques qui lui auraient été peut-être versés durant son absence. Il n'y a rien, il croise un miroir et ne se reconnaît pas. Il décide ensuite d'aller appeler Auster pour récupérer l'argent directement, parce qu'on se souvient que Auster comptait prendre le chèque et ensuite donner l'argent. Et là, il téléphone à Auster, et Auster lui répond que le chèque n'a pas été encaissé, il n'y a pas d'argent, mais surtout ce qu'il lui dit, c'est que Stillman père est mort puisqu'il a sauté du pont de Brooklyn 2 mois auparavant. Et donc là, il est presque comme dans un rêve, et il décide de retourner à son ancien appartement. Et si la clé ouvre toujours la porte, à l'intérieur, tout a changé, rien n'est plus pareil, et surtout, rien n'est plus à lui. Donc là, on est vraiment dans le strange que décrit King, c'est-à-dire qu'un endroit qui nous est familier a changé complètement. Et je trouve qu'il y a aussi une belle correspondance entre son changement physique, il dit « je ne me reconnais plus », et l'appartement où il ne reconnaît plus, et du coup, comme si l'un dépendait de l'autre aussi. Exactement. Donc là, on comprend que l'appartement est reloué depuis un mois. Ça donne un petit détail sur la temporalité. Donc on comprend que quand même Queen s'est désagrégé dans cette rue pendant quand même assez longtemps, assez pour que l'appart ait été mis en demeure puis reloué. Et donc là, Queen, fatalement, n'a vraiment plus rien. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il décide d'aller chez les Stillman du coup. Il y va et la porte est ouverte. Alors il rentre dans l'appart et il va décider de rester là. Il fait un peu le bilan de sa vie, je cite, « Il comprit que Max Burke était mort. Il fait le deuil de son personnage d'enquêteur, comme il fait petit à petit le deuil de son fantasme de détective. Donc il va rester dans l'appart, et au matin, Queen va trouver à côté de lui un plateau de nourriture sur le plancher près de lui.
C'est quand même très étrange ce passage, on est d'accord. Moi, ça m'a rappelé un peu le film, ça n'a rien à voir, mais le film Old Boy, qui était aussi un manga à la base où Odesu, pendant qu'il est enfermé, tous les jours, on lui donne un plateau avec les mêmes raviolis. Bon. Et ça m'a rappelé ça, genre là, il se réveille dans l'appart et il a un plateau avec de la bouffe. Bon, il sait pas ce que c'est, il va pas plus se poser de questions que ça, il va manger. Et au matin, il va décider, du coup, après avoir mangé, de se mettre à écrire. Il va écrire. Très vite, il se rendort et il alterne entre les périodes d'éveil et de sommeil. À nouveau, un plateau, à nouveau, il ne s'en étonne pas. Et les textes qu'il écrit à cette période concernent tous l'affaire Stillman. Du coup, on a eu l'affaire Stillman qui a été décrite, puis sa vie à lui, puis on retourne sur l'affaire Stillman comme si finalement la boucle était bouclée. Même le temps rétrécit et la période de ténèbres progressive coïncide avec l'épuisement des pages du carnet rouge. Et la dernière phrase, c'est celle-ci. Que se passera-t-il lorsqu'il n'y aura plus de pages dans le cahier rouge ? Et ce qui se passe après pour Queen ne nous est pas connu. Le personnage disparaît avec le livre en fait, avec le livre physique. C'est ça que j'ai adoré, genre plus de pages, plus d'histoire. Queen disparaît, on ne sait pas ce qu'il devient, mais juste il disparaît narrativement, au même titre qu'il n'y a plus de pages dans son propre cahier rouge. J'ai adoré tout ce passage-là, avec le temps qui rétrécit. Comme tu dis, moi, ça m'a rappelé un petit peu Boris Vian, tu sais, dans L'écume des jours, où l'appartement se réduit avec la maladie du personnage. Ça m'a rappelé un peu ça, c'est un truc très Vian, d'un coup, là, très... c'est très étrange, quoi. Très surréaliste, avec le temps qui rétrécit. Et puis lui qui écrit dès qu'il y a une accalmie dans les ténèbres de son existence, quoi. Dès qu'il y a un rayon de soleil, il écrit, puis il mange, il dort, et puis il disparaît. Et alors là, le livre... on est quand même sur les dernières pages, on est au crépuscule de cette histoire. Queen a disparu, et là, le narrateur rentre en scène. On apprend que c'est un ami de Paul Auster. Et que c'est Paul Auster, donc, qui lui a raconté l'histoire de ce Daniel Queen. Je cite, « Je lui ai reproché de ne pas avoir pris plus de part aux événements, de n'avoir rien fait pour aider un homme qui avait si manifestement des ennuis. » Donc le narrateur en veut un peu à Paul Auster, le personnage, de ne pas avoir aidé ce Daniel Queen, aussi étrange soit-il. Moi, ce que j'ai bien aimé avec ça, c'est que je trouve que le narrateur en veut à Paul Auster, le personnage, mais il en veut aussi un peu à Paul Auster, l'auteur qui a écrit cette histoire, parce que finalement, ce qu'a fait Auster en tant que créateur, c'est qu'il a créé un personnage pour le détruire. C'est ça. Il y a quelque chose de très brutal là-dedans. Et en fait, ça vient à une analyse que je pourrais avoir après, mais que je peux dire maintenant. C'est que pour moi, un des grands thèmes de ce livre, c'est tuer le père, tuer le fils. Le père peut tuer le fils et le fils peut tuer le père. Et il y a ce truc, il y a toujours cette histoire de paternité, tu vois, genre le père Stillman qui menace de tuer son propre fils. Tu vois, il y a toujours ce truc-là. Et là, Paul Auster, l'auteur, le père donc, a tué sa propre création, son propre fils. Donc il y a vraiment ce rapport-là, toujours un peu de conflit entre le père et le fils. Et du coup, poussé par l'intuition du narrateur, Auster et lui se rendent dans l'appartement de Stillman, où il pressent que Queen a échoué. À nouveau, la porte n'est pas fermée, et dans la pièce du fond, il trouve le cahier rouge qu'Auster a ramassé. Et c'est ainsi que se finit cette histoire, sans dénouement. Sans dénouement, citation de fin, le narrateur dit « Mes pensées restent avec Queen, où qu'il soit, je lui souhaite bonne chance. » Donc, fin de ce livre, quand même un livre très 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 déroutant. Moi, ce que j'ai adoré dans ce bouquin, quand même, et ce que j'ai également adoré dans les deux autres nouvelles dont on ne va pas parler ici, parce qu'il faudrait que vous les lisiez, parce que c'est de la folie, c'est un peu le côté paradoxal de ce pourquoi elles sont addictives. Je trouve que c'est addictif à la fois parce que c'est des enquêtes qui démarrent vraiment comme des enquêtes et t'as envie de savoir le dénouement de cette enquête. Là, par exemple, dans Cité de Verre, moi j'avais envie de savoir qui était Peter Stillman, qu'est-ce qu'il voulait à son fils, pourquoi Paul Auster, mais finalement, tu t'en rends compte très vite, tu n'auras aucune réponse, et je trouve que c'est également ça, du coup, qui est addictif, c'est qu'en fait, t'as envie de savoir quand est-ce que le livre va un peu te twister la tronche, et quand est-ce qu'il va un peu faire ce pas de côté, qui va t'étonner, te déboussoler. Et c'est à chaque fois ça, dans les 3 nouvelles de ce recueil, et c'est assez incroyable, c'est qu'en fait, à tous les coups, il nous prend de court, vraiment qu'on s'y attend le moins. Voilà, ça c'est quand même
très très fort, et je sais pas si c'est le cas de tout Paul Auster, mais en tout cas, dans cette œuvre-là, c'est assez dingue, quoi. Mais en fait, c'est dès qu'on est un petit peu à l'aise sur une idée, qu'on la suit tranquillement, Paul Auster dit « minute, on va faire autre chose ». Ouais, on va faire autre chose, et ouais... Et donc c'est très frustrant, en fait. Ouais, il y a ce côté frustrant et en même temps addictif, tu vois. Moi, ça me rappelle des trucs tu vois, des films genre Lost Highway ou Under the Silver Lake, enfin vraiment des bouquins avec des codes, des machins. Et là, c'est un peu ça. À chaque fois que t'as l'impression d'avoir une micro-réponse, eh ben, le livre, c'est ça. Et genre, il te switch et tu vas un peu ailleurs et c'est quand même assez addictif. Il y a aussi un truc que je m'attendais pas à voir dans ce livre-là, c'est que j'ai trouvé ça très kafkaïen. Oui. Hyper Kafka, en fait. Ouais. Ça fait penser au château de ouf. Enfin, ah oui. Tu vois, genre... T'as l'impression que tu n'arriveras jamais c'est ça. au dénouement parce qu'il y a toujours un événement qui vient t'en empêcher. D'ailleurs, quand il va à l'hôtel, il demande à voir le registre pour voir si Peter Stillman est bien descendu, etc. On lui dit non. Bah non, le registre, je n'ai pas le code, et puis il n'y a pas le patron, et puis... Ouais. Et en fait, encore une fois, on est dans de la frustration, on se dit mince, je veux y aller, et Paul Auster met devant nous une porte qui est infranchissable. Ouais, c'est clairement ça. C'est vraiment le château, le procès. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a rappelé aussi Kafka, c'est que le nom des livres de Kafka, c'est toujours le concept ou le problème. Je sais pas si je me suis dit ça d'un fois. Tu sais, c'est le château, le procès, la métamorphose. C'est toujours le nœud du problème. Ben là, c'est un peu ça. C'est la cité de verre. J'ai l'impression que le contexte est un peu cette sorte de grande prison pour âme déchue qui représente New York dans cette nouvelle. C'est un peu le nœud du problème, en fait. Et c'est le nom de l'œuvre. Ouais, c'est ça. Très kafkaïen. Je suis tout à fait d'accord. Et un truc qui est terrible aussi avec cette nouvelle, c'est qu'on nous donne plein de clés de lecture. C'est qu'on nous dit, Queen adore les romans policiers, parce que dans les romans policiers, tout est à analyser et tout a un poids. Et sauf qu'on est indéniablement dans un roman policier. C'est à la sauce Auster, c'est indéniable, mais nous sommes dans un roman policier. Donc ça veut dire que tout doit être analysé. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est alors qui est l'auteur, qui est le véritable personnage. Deuxième clé de lecture. Un truc qui est incroyable, et c'est écrit dans le livre, c'est que Daniel Quinn demande à Peter Stillman pourquoi il a choisi comme nom Henry Dark pour son personnage. Et il lui dit, c'est pour les initiales HD, ouais. Parce que ça correspond à un personnage... dans... De l'autre côté du miroir. De l'autre côté du miroir, merci. Bon, d'ailleurs, ça fait écho avec la Cité de Verre et un peu une galerie des glaces. Du coup, après, on a tout ce truc sur Don Quichotte. Et en fait, si on regarde, Don Quichotte, DQ, Daniel Quinn, DQ. Ouais. Est-ce que Daniel Quinn n'est pas un autre Don Quichotte qui n'existe que via le livre et dont... Ouais, tout est code, en fait. Enfin, si tu mets le nez un peu dedans, tout est code. On s'est même demandé tout à l'heure en off si William Wilson n'était pas aussi WW, est-ce que c'était pas une ref à Walt Whitman? Peut-être. Enfin, on sait jamais. Enfin, tout est code potentiel et c'est ce qui rend aussi galvanisant ce type de lecture, je trouve. Oui. Je trouve que là, moi, ça me donne envie aussi de le relire et de me dire, tiens, est-ce que je vais pas trouver de nouveaux trucs, quoi. C'est assez fort, quoi. Il y a un dernier point que j'ai écrit, c'est, je trouve qu'il n'y a jamais mieux qu'un art pour parler de lui-même. Et tu vois, par exemple, combien y a-t-il de tableaux qui peignent des peintres en train de peindre ou des œuvres? Combien y a-t-il de films qui parlent de cinéma et tout ça? Et là, je me dis, en fait, la littérature, c'est quand même... Il n'y a pas mieux que la littérature pour parler de ça. Et j'ai l'impression que Paul Auster, toute sa vie, il a quasiment parlé que de ça aussi. Oui. De gens qui écrivent des histoires et qui se perdent là-dedans, de création, de pseudonymes, de tout ça. Donc là, c'est vraiment une œuvre méta aussi, de ce point de vue-là. Oui. C'est que ça parle de bouquins. Et d'ailleurs, tous les personnages, à chaque fois, chez Paul Auster, écrivent. Ils se mettent forcément au bout d'un moment à écrire, quoi. Oui, tous écrivent ou tous connaissent le poids des mots. Et c'est ça aussi qui est très intéressant dans cette nouvelle, c'est que l'importance, c'est le langage. Et le langage, c'est aussi pour ça que Peter Stillman fils a été le cobaye des expériences de Peter Stillman senior. C'est parce que senior voulait créer et voulait se rapprocher du langage de Dieu. Et donc c'est pour ça qu'il l'enferme, etc., etc. Et donc tout le long, on va nous parler des mots, de leur poids, de leurs conséquences, mais à un moment donné, du coup il va y avoir aussi un rapport entre la forme et le fond, c'est qu'on va tellement s'interroger sur le poids des mots que les mots n'auront aucune valeur, et c'est aussi une manière de déliter le langage, et on n'est plus rien, et d'ailleurs c'est ça qui est
qui est assez dur avec Daniel Quinn, c'est qu'il échoue dans son humanité. Du coup, ce n'est plus qu'un être qui au début a le langage, mais n'a plus le langage puisqu'il n'a plus d'écriture. Mais c'est aussi un être qui devient un non-être, tout simplement, puisqu'il n'est plus voué ni à vieillir, ni à mourir, puisqu'il n'est plus soumis au temps. Ouais, c'est vrai. Et donc là, le néant est total pour ce personnage-là. Pour le coup, il n'est pas détruit, je pense juste qu'il retourne au néant. Enfin, il retourne dans le magma, magma informe qui est New York, mais du coup, il n'est plus. C'est vrai, c'est ça. Il n'est plus rien, il se dissout sous nos yeux. Enfin, c'est assez balèze, quoi. Donc c'est une œuvre de ouf. Alors, on vous a évidemment pas spoilé les 2 autres textes de cette trilogie new-yorkaise, mais ça vaut quand même vraiment le coup de les lire, parce que je dirais pas qu'elle donne des réponses pour Cité de Verre, mais quand même, il y a des petits ponts qu'on peut faire. Vous allez voir, c'est quand même assez dingue. Et j'ai complètement adoré ces 2 nouvelles. Et donc je te remercie quand même de m'avoir motivé à lire Paul Auster, parce que franchement, je m'attendais pas à aimer à ce point, mais vraiment, je trouvais ça ouf. J'en ai lu un autre depuis, et du coup, moi j'aimerais te poser la question. Là, toi qui as lu plus de bouquins de Paul Auster que moi, du coup, si tu devais m'en conseiller un... Très compliqué. Moi j'ai commencé Paul Auster avec Monsieur Vertigo, que j'ai adoré. Ouais. Je l'ai lu durant la période Covid, donc il y avait pas mal de résonance entre la perte d'identité, et, une idée de confinement, etc. Je l'ai adoré. Je pensais que c'était mon bouquin d'Auster préféré, et puis je suis tombée sur Moon Palace, et je suis entrée dans une autre dimension, et je pense sincèrement que c'est celui que je préfère, parce qu'encore une fois, le personnage se perd en lui-même, il se perd dans New York, mais il y a aussi tout un jeu avec l'écriture, avec la littérature. Enfin, quand il est dans sa chambre, les meubles sont faits de livres. Enfin, tu sens que Paul Auster aime la littérature, et pour un millier de raisons, à mon sens, Moon Palace est clairement le meilleur livre de Paul Auster. Ok. Quoique Léviathan soit aussi très très bien. Ça a l'air très bien, Léviathan, je t'avoue. Ouais. Sunset Park aussi. Tout, en fait. Lisez Paul Auster. Ceci n'est pas une menace. Moi, je le prends pas comme une menace, mais en tout cas, je le prends comme un bon conseil. Ah, c'est une menace maintenant. C'est une menace. Elle fait un pistolet avec ses doigts, donc... Attention, c'est dangereux. C'est sérieux. En tout cas, j'ai fait le truc, parce que j'ai commencé à acheter des bouquins de Paul Auster, et je compte bien les lire. Je tiens juste à faire une dernière remarque méta concernant ma vie. C'était un bouquin qu'on m'avait un jour donné, qu'on m'a dit ça te plaira, et ce bouquin je l'ai donné à l'époque. Et donc j'avais quand même un besoin de repentance auprès de lui, parce que effectivement ce bouquin je l'ai aimé aujourd'hui, quoi. Et la personne qui me l'a donné, elle avait raison. Ça m'aurait plu, pétard, qu'est-ce que j'étais nul. Donc merci à elle, et merci à Paul Auster d'avoir écrit des bouquins comme ça. Moi, j'ai plus rien à dire. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Moi, j'ai plus rien à dire non plus. Je pense qu'on peut clore ce racontage sur ces mots. Encore une fois, comme d'habitude, petit passage remerciement. Merci à Emma Bertin pour le visuel, c'est toujours super beau. Merci à elle, je suis trop content en fait. À chaque fois, on lui envoie l'épisode un peu à l'avance, et elle fait vraiment une création qui lui vient avec les mots, tout ça. Enfin, c'est assez génial ce qu'elle fait, je suis trop content. Donc merci à toi. Ouais, merci infiniment pour tes visuels qui sont incroyables. C'est trop beau. Et merci aussi à Max Paskin, qui est musicien mais aussi auteur, qui a fait le sound design de l'épisode précédent et qui fera le sound design de celui-là. C'est trop top ce qu'il a fait. Allez lire ce qu'il fait, allez écouter ce qu'il fait. Il est génial. Merci à toi. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve bientôt. En attendant, n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager si ça vous le dit, mettez un petit like, abonnez-vous, parlez-en autour de vous. Et puis on se retrouve à bientôt pour un prochain racontage. Et puis des bisous. Et des bisous. Attends, je vais pas dire ça. C'est confus là. Donc l'âge déjà est le même. Auster a 38 ans lorsqu'il publie